Ben, qui suis-je? Voilà la question que je me suis jamais demandé. En tout cas, dans mes films, j'ai exposé, soit volontairement, soit involontairement, ce que je pense sur un sujet précis, comment j'en conçois certaines choses et comment je me trouve dans une telle ou telle situation, mais la question de qui, effectivement, reste en retrait et, pour ne pas dire, en secret. Mais il faut passer, malheureusement ou heureusement, pour répondre à la question de qui, de cette taille, quand il s'agit d'ego ou X transcendantal, parce qu'on ne voit pas soi-même, on ne peut que le considérer comme un point stable, un point qui se pointe au sens bergsonien du terme, dans le présent, et il y a une sédimentation qu'on en use de temps en temps à la mémoire, à l'activation du souvenir, quand il faut. Voilà, c'est du Bergson. Alors, donc, pour répondre à la question de qui, de cette taille, et malheureusement ou heureusement, il faut passer par le quoi, forcément et nécessairement. Donc, j'avais une réponse prête en me posant cette question de qui suis-je. Alors, certains me diront, voilà, certains me considéreront, voilà les exquises réponses. Certains me considéreront, m'accuseront d'être une pseudo-byzantin. Je cherche la bonne traduction parce que pour insulter quelqu'un, c'est facile en Turquie. Comme nous sommes une société en mixage des peuples avec les conquêtes différentes, etc. Là, comme couche première, quand nous sommes arrivés là, il y avait des Byzantins. Donc, on s'accuse assez souvent d'être une Byzantin marron, donc en secret, etc. Ou bien, dans le meilleur cas, être dans le langage, dans la nostalgie de Byzance. Eh bien oui, je l'assume dans une certaine mesure parce que je n'ai pas de choix. Je suis né dans une presqu'île de Constantinople, donc dans le centre du centre, dans les lieux, dans le topos même de Byzance. Donc il était impossible par les ruines architecturales, archéologiques, de le dénier. Pour moi, c'était impossible. C'était une évidence fragmentaire qui se complétait au fur et à mesure que je repasse des mêmes endroits entre l'école et la maison. C'était ça pour compléter un puzzle. Donc, ça me fantasmait, ça me donnait à penser, ça me faisait imaginer des choses que je n'ai pas vues, mais je soupçonne d'existence. Donc j'étais complètement préoccupé des souterrains de Byzance. Alors que, effectivement, les structures, bâtiments visibles, ça restait des Ottomans, plus ou moins bien gardés, plus ou moins en état de délabré. Plus encore, il n'y a pas une distinction nette en ce qui est byzantin et ce qui est ottoman en ce qui concerne l'architecture dite civile. Donc plus on est pauvre, plus les lignes de démarcation se devenaient imperceptibles. On passait chez les Ottomans directement et imperceptiblement vers chez les Byzantins pour en être hôtes dans leur souterrain.
effectivement, parce qu'il y avait une citerne qui s'appelle une citerne souterraine, par définition, un citerne byzantin, typiquement byzantin, donc c'est un petit palais sans tête ni queue, donc Yerebatan Sarnıcı, seul le nom me faisait sembler des fantasmes, donc je soupçonnais qu'il y avait une labyrinthe de palais bien gardé encore dans le souterrain d'Istanbul. Alors, donc je n'ai pas choisi, je n'ai même pas eu la liberté de choix dans mes fantasmes. La ville me dictait ses propres fantasmes, ses spectres. Donc j'assume entièrement et à la lettre cette accusation d'être un byzantin caché, oui, même caché, décrypté, je le suis. Voilà, une réponse biographique, autofictionnelle, déjà arrivée à la question de qui suis-je, demandé par moi-même à celui qui concernait, donc à moi-même est répondu par celui qui en sait quelque chose, donc par moi-même. Point final. Première section terminée. Donc j'ai donné un certain nombre d'informations en ce qui concerne mon vécu, alors que je voulais vous répondre de ce que je suis. Mais justement, ce contenu est de l'ordre de quoi? Et non pas de l'identité, mais d'une vie temporellement vécue et qui a une accumulation. J'ai dit à un moment donné, j'étais influencé par la Byzance sans avoir liberté de choix, donc j'ai décrit bien donc quelque chose de l'ordre de passivité comme objet qui n'est pas actif, alors que nous savons que qui est actif malgré tout, et il réagit. Encore on reste chez Bergson, n'est-ce pas? On n'est pas simplement quelqu'un qui réagit non plus à des actions indépendantes de nous ou des influences, des impressions, c'est autre chose, n'est-ce pas? C'est pas une réaction, mais accumuler un certain nombre d'impressions et non pas ni de pulsions internes ni de pulsions externes, étrangères, environnementales, mais construire un certain vécu et plus ou moins activement suivre un trajet, être fidèle à un fil de conduite, au labyrinthe en l'occurrence, chercher sortie du tunnel byzantin entre guillemets. Voilà, tous ces actes sont actifs et qui s'accumulent, qui se configurent. Et finalement, on obtient quelque chose qu'on appellerait, entre guillemets, la jeunesse. Eh bien, passage à l'âge adulte, instruction, éducation, je dirais en turc, en fait, en grec, païdéa, en turc, terbiye, un certain, disons, gain de morale ou une attitude, développer une certaine attitude, entre guillemets, morale, qui n'a pas une certaine éthicité, qui a quelque chose à voir, bien sûr, avec séjour, avec demeure et avec l'époque, bien sûr. Et on s'armure, je dirais, contre les effets assez violents de l'époque. Il s'agit, c'est finalement mes premières années adolescence, des années 70, donc ce sont des années assez mouvementées au niveau des oppositions politiques droite et gauche. Là aussi, sans choisir, j'avais choisi un camp
j'avais remarqué que je me situais déjà et d'avance et pour toujours dans une champ sans avoir choisi. Donc c'est après coup toujours qu'on choisit sans choisir. Ça se vérifie. Non-liberté de choix, ça encore laisse une liberté parce qu'on est toujours d'avance jeté dans un processus de vie involontairement on choisit des petites bifurcations qui nous seraient plus attirantes ou dans lesquelles nous prenons un certain désir, plaisir, nous prenons notre pied. Nous cherchons des pas des autres, nous cédons les pas ou nous cédons les pas cédés, disons. Nous avons des affaires à des spectres, n'est-ce pas? Byzance n'était pas réel, même Ottoman était resté au niveau de discours d'hostilité et de grandeur solennelle, et n'était pas réel. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, il fallait passer par les bibliothèques. Même pour savoir ce que c'est vraiment en langue, en mœurs, en habitude, en pratique, ce que c'est Ottoman. C'est pas du tout suffisant qu'il y a des restes archéologiques, des ruines et de l'ordre monumental. Mais il ne parle pas. Il ne parle pas, mais dans le langage, il laisse des traces. Il fallait choisir délibérément un processus de décryptage qui nécessite des grandes durées, comme dans l'école annale de l'histoire comme discipline, n'est-ce pas, pour déchiffrer, décrypter des grandes durées qui nous séparent de ce qui se passait, de ce qui se passait à l'époque. Donc j'avais toujours un intérêt envers l'histoire, et non pas des faits et des dates, mais des manières, des attitudes, des nuances, des manières c'est bien déjà, des façons, même dans les sans-façons, dans les agir direct, essayer de déchiffrer ces façons-là qu'ils ont laissé plus ou moins des traces, mais la plupart du temps aliénées. Voilà, à partir d'aliénés, donc complètement bousillés et renversés, essayer de voir les choses en tant que telles, et non pas terminologiquement aller directement aux choses mêmes ni aux essences. Mais il y a quelque chose de l'ordre de réduction phénoménologique dans ce décryptage en la matière de l'histoire qui passe par le déchiffrage intéressé des documents. Intéressé, c'est-à-dire on prend un certain plaisir, ne serait-ce que langagier, parce qu'on réagit à la lecture, à notre propre lecture assidue, on réagit en écrivant des poèmes pour cristalliser, pour fixer un certain Stimmung concernant l'histoire qui ne nous appartient pas, mais qui devient notre. C'est la catégorie de miente construite comme fiction autobiographique. Nous pouvons parfaitement construire notre langage, dit savant ou auxiliaire, voilà, des régions de discours, sous-discours, sur-discours, des parties de discours, des syncrétismes de discours, essayer de séparer des différents régimes de France et qui renvoient à des époques et à des pratiques discursives. Voilà, c'est déjà, on était, sans savoir, dans une méthodologie foucauldienne. On n'est pas peut-être commencé par Foucault, mais on a changé de tout de suite un registre à travers Benjamin, mais pourquoi pas à travers un certain historien théorique, car de l'école anglaise, je crois.
Brodel, etc. Ils sont venus après. Voilà. Deuxième volet est terminé. Bon, j'ai dit qu'en étudiant comme ça, librement et délibérément, avec un plaisir de prendre pierre et avoir quand même accumuler entre guillemets, richesse langagière, discursive et des pratiques, avoir accès à des pratiques à travers les discours déchiffrés, décryptés. Voilà. Alors, ce que j'appelais tout à l'heure, c'est s'armurer, avec armure, une certaine armure qui nous protège de maintenant, des violences de maintenant. Et contre cette idée, en fait, un ami étudiant m'a rétorqué en disant que, alors vous êtes peut-être, vous étiez armuré, comme ça, avec une studium, mais nous, notre génération tardive, quand elle est venue, tout était déjà terminé et nous sommes restés en secret. Sırlandık, siz zırhlandınız. Moi je disais qu'il faut s'armurer, donc zırhlanmak lazım. Lui il me rétorquait, siz zırhlandınız, biz sırlandık. Donc nous sommes devenus plus en plus discrets, mais le mot sır, secret, mais a un autre sens comme teint de miroir. Nous sommes cachés de telle sorte que nous sommes descendus souterrains de telle sorte que nous sommes devenus quelque chose complètement sous la main, comme un miroir, c'est pour voir et pour se voir, c'est complètement communicatif, abordable comme miroir, mais nous sommes teints de miroir. Juste derrière le miroir qui fait que le miroir, c'est-à-dire de la jeunesse, et les nouvelles générations vivantes, des gens, des identités, de même ce qui va nous représenter, etc. Voilà, il faut les comprendre pour nous comprendre, et il faut qu'eux, ils nous comprennent pour qu'ils se comprennent entre les générations. Très bien. Teint de miroir, c'est le titre d'un livre sur Derrida, n'est-ce pas? Alors, teint de miroir, qu'on utilise tant dans la poésie, soit persan, soit turc, pour devenir précieux, élégant, en retrait, comme métaphore. Même Orhan Pamuk a écrit un scénario qui s'appelle Le visage dans le miroir, je crois. Une accuse, je crois que c'est un film qui a réussi intellectuellement en tout cas. Bon, métaphore. Alors, je passe de la métaphore à la poésie. Alors, je me demande si on instrumentalisait l'histoire et l'objectif en tant que tel. Ça, ce n'était pas le cas, je répondrai, parce que notre seul accès à l'histoire, c'est le présent, notre préoccupation, notre plaisir, notre inquiétude, notre insatisfaction. Donc, c'est le présent, présent en tant qu'absence, qui nous pousse vers l'histoire, qui est elle-même en absence. Donc, je répondais à la question de poésie, et non pas peut-être comme l'ami étudiant définissait la poésie. Ce serait l'essence de la poésie, ce serait la soustraction. Donc, une certaine purification dans le choix de mots et de descriptions, je suppose. Voilà, c'est une idée générale bien conçue concernant la poésie. La poésie ne parle pas trop, ne décrit pas trop. C'est de l'ordre de l'essence du langage. Très bien. Moi, j'ai rétorqué cette fois-ci en disant un peu contraire, mais de manière modérée. C'est-à-dire que j'accepte qu'il y a une soustraction, c'est-à-dire une certaine abstraction dans la poésie, mais nous savons que la poésie déborde des métaphores, des images, donc ce n'est pas très abstrait qu'on peut croire. Donc dans la poésie, il y a des rajouts, des
des ajoutes et des rajoutes. Et à quoi? Ce que je parlais, supplémentarité ou suppléer quelque chose qui est absent, manquant, exactement ce que j'avais rétorqué en écrivant à lui. Donc dans la poésie, il ne faut pas oublier qu'on supplée une certaine absence à un élément manquant, à un défaut, on supplée voilà, l'histoire. En tout cas, ma manière d'écrire des poèmes, entre guillemets historiques, que je ne connais pas véritablement, empiriquement, ni à travers une certaine réduction méthodologique expérimentale, et j'accédais à un point de l'histoire, donc je me sauvais de cette pointe de la temporalité présente. Je descendais dans la sédimentation profonde du cogni bergsonien. Eh bien, j'agitais le cogni pour que les éléments épars, ruines, déjointes soient visibles ou en circulation, en activité, qui sont morts déjà, mais c'est pas sûr qu'ils sont morts. De l'autre spectacle, c'est-à-dire qu'ils remontent à la surface de temps en temps, qui nous fait étonner, soit en architecture, soit en manière de parler, soit en style, soit quelque chose qu'on utilise et qu'on ne comprend pas très bien à quoi ça renvoie. Ce n'est pas de cette époque, il s'agit d'un anachronisme. Voilà. L'affaire de la poésie, c'est accepter cet anachronisme et des éléments de non-sens, c'est-à-dire non pas des parties structurelles de le discours comme syntaxe, la grammaire, mot, adjectif, ou à la place d'un adjectif, une autre métonymie, métaphore. C'est pas tout à fait la tâche de la poésie métaphoriser, parce que métaphoriser présuppose une rassurance de connaître les essences, soit perdues, soit cachées, soit présentes. Ces essences-là donnent le principe d'identité une rassurance, alors que nous n'avons pas. Ce genre de rassurance, en écrivant la poésie, nous sentons seulement une absence, une déchirure, que nous essayons de calfautrer avec les ajoutes. On fait une certaine étrangeté, étrange, unheimlich, peinture, ou de barbouillé avec la couleur, ou voilà, peinturesque en poésie. Peut-être que ma conception de poésie c'est plus baroque, donc des images éparses qui se rajoutent, sont minimale création, génésis d'atmosphère et non pas reconstruction historique, absolument pas, ni représentation, ni une simple métaphorisation. Métaphore fonctionne dans les cas où les choses ne peuvent pas se dire claires et distinctes, ni avec leur nom propre. Alors, métaphorisation, ça existe et limité. La véritable affaire de la poésie, un peu plus élaborée, peut-être, c'est sortir aussi cette métaphorisation trop singulière, qui singularise trop l'histoire. Ça, c'est déjà bien, parce que l'histoire ne se vit pas en tant qu'histoire générale, mais chaque fois dans une singularité, comme par exemple une guerre totale ou grande guerre n'est jamais conçue par les consciences individuelles en tant que telle, mais chaque individu vit sa guerre individuelle dans la grande guerre. Voilà, on en fait partie d'une manière complètement déplacée. Donc, singularisation des grandes histoires, des choses à peu près connues, conçues, conceptualisées, mais non pas critiquées. Il faut les réécrire en poésie en usant, si vous voulez, des métaphores singularisées pour entrer dans la
atmosphère singulière de l'État, ça c'est déjà une réussite, mais et puis comprendre que l'histoire de l'histoire, l'essence de l'histoire finalement, ça presque n'existe pas parce que c'est toujours la même chose. Donc il y a un immuable, immuable secret qui traverse toute l'histoire, tout changement coloré qui nous attire, qui nous fait rêver, mais philosophiquement, métaphysiquement parlant, il y a un blanc total, une substance inconnue qui fait que l'histoire existe, la temporalité existe, qui fait que les hommes font toujours la même chose, non pas tous les jours la même chose. C'est pas une répétition au sens inférieur du terme, une répétition au sens supérieur du terme, c'est-à-dire dans les moments de brisure dans la longue durée de l'histoire, c'est chaque fois l'histoire s'arrête, se suspend, se détruit, et pour les raisons analogues à chaque fois, pour détruire une civilisation, détruire une pensée, détruire une conception, détruire une mœurs, détruire une pratique, détruire une manière de dire, rendre tout ce qui est connu comme propre impropre, et en montrant le néant. Et je distingue, en me recourant à l'histoire de la philosophie, plusieurs sortes de néant, parce que ma thèse concernant la poésie, c'était suppléer un néant, suppléer le rien, et non pas suppléer un sens propre avec un sens figuré, donc métaphorisation. Non, il faut qu'il reste limité. Véritable tâche techniquement de la poésie, c'est suppléer le néant, le nihil. Donc il y a plusieurs sortes de nihil. Quel genre de néant qu'on supplée? Nihil privatum ou nihil negativum? Quand on repère les deux. Nihil, c'est-à-dire ce qui n'est pas présent de l'autre, de l'absent, et on s'est privé, et voilà, c'est plus plausible, nihil privatum, qu'on supplée. Mais c'est écrit un roman historique. C'est pas très intéressant. C'est pas essentiel. Nihil negativum. Voilà, on n'est pas content des pulsions, actions du maintenant, du temps présent. On s'amuse et on regarde le monde et on lit, on décrypte à travers un écran individuel, point of view, point de vue, et c'est souvent négation de ce qui est donné, présenté et conçu comme concept, négation de concept concernant l'histoire, donc une certaine nihil negativum qu'on peut suppléer pour donner une version intelligible au sens hegelien, donc plus intelligible, plus proche au fait, à l'essence. Mais jamais, aucune poésie, aucun concept ne sera adéquate, aucune présentation de l'histoire de cette négativité, parce que ce qui nie la chose, c'est nous. Et les autres générations, ils vont nier nous, ils vont nous nier, peut-être, donc aucune négation ne sera finale. Peut-être que ni nihil privatum, ni nihil negativum, mais autre chose, qu'est-ce que c'est? Un nihil irrémédiable. Voilà, on retombe dans la métaphysique qui nous renvoie à l'éternel retour que je décris tout à l'heure dans les grandes longues durées de l'histoire, comme brisure, comme germe de nouveau espoir se répète. Et sous peine de détruire ce qui est.
Donc, poésie nous rappelle cette destruction, nous rappelle un témoin. Voilà. Et elle se fait, la poésie, elle se fait l'histoire comme ruine, monument, objet cristalline qui se détruit, qui montre la destruction à l'intérieur de soi. Et ce n'est pas la fontaine à la romaine que Heidegger décrit dans l'origine de l'œuvre d'art, qui performativement la poésie dans ses vers, dans la succession de vers, reconstitue, performe, rend effectif ce qu'il raconte. C'est simplement une animation colorée avec acuité de l'esprit et avec un savoir-faire en excellence, c'est vrai, mais être la poésie, être cette destruction, être non pas le miroir, mais simulacre même de cette nihil annihilé, nihil pur, je dirais, nihil pur qui rend possible toute temporalité. Toute temporalité comme brisure, comme changement, comme discontinuité, comme ruine qui rend intéressant ces efforts de savoir qui on était, qui on est devenu, qui on va devenir, qu'est-ce qui se passe, on devient quoi. Voilà, la réponse, c'est pas de moi, mais c'est de la poésie qui va venir. Au revoir.